Alors, je suis Saïd Bouamama, je suis sociologue de formation et de profession, et je suis militant au Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Ce que je fais sur le plan de la recherche, c'est de nombreuses recherches sur les classes populaires, les quartiers populaires, les immigrations, les populations issues de l'immigration, et plus largement sur toutes les relations de domination. Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences des relations inégalitaires sur les personnes, sur les groupes sociaux et sur les sociétés. Et sur le plan militant, en essayant d'être cohérent avec les recherches, je tente de développer avec mes camarades des actions pour transformer cette société dans un sens plus égalitaire. Et du coup, militantisme et recherche font le bon ménage ou pas toujours? Alors je fais partie d'un courant de recherche encore minoritaire, mais je suis très optimiste et j'espère qu'il deviendra majoritaire, qui considère que non seulement le militantisme n'entrave pas la recherche, mais que le militantisme permet de prendre le pouls de la réalité et par conséquent est une condition de la recherche. Ce qui peut amener des personnes qui souffrent, des personnes qui sont traitées inégalement, des personnes exploitées, à nous confier la réalité de leur vécu, à nous confier véritablement leur subjectivité, à nous donner les matériaux qui nous permettent de comprendre le monde. C'est lorsqu'il y a une relation de confiance, et cette relation de confiance suppose qu'ils sentent une complicité, une alliance, une dynamique de combat commun. Et je m'inscris en cela dans un très vieux courant qui a d'abord marqué le mouvement féministe, dans lequel un certain nombre de chercheurs féministes disaient « Mais pourquoi les femmes nous confieraient-elles les effets de leur domination si elles ne sentent pas qu'on fait partie du même combat ?» Qui a également donné des travaux aux États-Unis dans le mouvement des droits civiques, où un certain nombre de chercheurs noirs ont inversé la logique habituelle de la recherche en disant mais c'est pas la soi-disant objectivité qui va amener des dominés à nous décrire leur réalité, c'est bien s'ils sentent qu'on fait partie de la même approche, du même combat, etc. Autrement dit, je pense que la subjectivité est un outil d'accès à la réalité. Bien entendu qu'il faut après la travailler avec des outils scientifiques, bien entendu qu'il faut une rigueur d'analyse des données, mais l'engagement du chercheur est une condition nécessaire. Je crois que les chercheurs ne choisissent pas leurs objets de recherche. Ce sont leurs vies qui les poussent à tel ou tel objet. Vous sentez très bien dans le monde de la recherche que lorsque l'objet ne fait pas écho à des épreuves de la vie, écho à des trajectoires, écho à des histoires, eh bien nous avons des recherches insipides. Si vous regardez tous les chercheurs qui ont marqué un peu l'histoire, vous apercevez que ce sont des chercheurs qui ont mis en travail des questions qui viennent de leur propre histoire. Un Bourdieu vous décrit très bien que son passage en Algérie a été le moment dans lequel tout le reste de ses travaux a été déterminé. Pourquoi je fais ce travail? Tout simplement parce que je n'arrive pas à vivre en sachant que le monde est construit sur des relations inégalitaires, que mon milieu social d'origine est un milieu social marqué socialement par l'appartenance à la classe ouvrière immigrée, et par conséquent, dès qu'on dit cela, classe ouvrière et immigrée, vous avez le cumul d'au moins deux dominations de classe et d'origine, et par conséquent, où je décidais d'abandonner ce qui me relie à mon histoire, où je décidais de le creuser et de m'engager pour résoudre ce que j'avais moi-même subi comme oppression. Voilà là simplement l'origine des motivations. Et je peux vous garantir que c'est ce qui permet de tenir dans le temps. Parce que la domination, ça détruit, voire la domination sur les autres, ça détruit. Ce qui permet de tenir dans le temps, c'est de savoir qu'on ne parle pas dans l'abstrait, mais qu'on parle bien d'une réalité qui est une réalité d'abord vécue et ensuite reconnue chez d'autres. Alors, la réponse sera à trois niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord par rapport à moi, il est évident, vous me faites dire des choses intimes que je n'ai jamais dit, hein. Il est évident que mon travail de recherche a été aussi un travail de soin pour moi-même. Autrement dit, grandir dans une famille issue de l'immigration, dans ma génération, et je pense dans les générations d'aujourd'hui aussi, c'est d'une telle violence que s'il n'y a pas des outils pour travailler cela, on va vers l'autodestruction. Un de mes outils a été la recherche, un de mes outils a été le militantisme, un de mes outils a été l'écriture. Pour d'autres, c'est d'autres choses, ça peut être l'art, ça peut être etc.
mais je pense que le degré de violence, s'il n'est pas mis en travail par un vecteur, conduit rapidement à d'autodestruction, et je pense que ça explique beaucoup d'autodestruction. Donc sur la réécriture de moi, je n'ai pas cessé au fur et à mesure de mes recherches de réécrire des éléments de moi-même, de relire ma propre histoire, non pas de la réécrire complètement, mais de la réinfléchir à partir des éléments nouveaux que je découvrais. Lorsque je travaille avec un groupe de femmes dans la région parisienne sur le travail d'écriture, sur elles-mêmes, je m'aperçois des échos et des allers-retours avec ma propre vie, et donc ça réécrit une partie de celle-là. C'est en travaillant sur l'écriture d'eux-mêmes des autres qu'on peut se réécrire soi-même également. Il y a une interaction à ce niveau-là. Le second niveau de réécriture, c'est, j'en étais très fier, je ne l'ai pas choisi, ça a été un moment donné de mes prises de position publiques, des groupes de personnes venant m'interpeller en me disant « nous, on veut écrire notre propre histoire, notre propre présentation ». J'ai eu la chance de vivre au moins, quand je dis au moins, c'est qu'il y en a eu beaucoup plus, mais il y en a 2 qui ont débouché sur un travail de long terme en termes de chantier. Au moins 2 expériences qui ont été très marquantes pour moi. La première, ça a été les mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais qui sont venus m'interpeller en disant « mais nous, on ne se reconnaît pas dans ce qui s'écrit sur nous. Les rares écrits sur nous sont des écrits qui ne décrivent pas ce qu'on en a vécu. On t'a écouté, on t'a entendu, nos enfants nous ont lu et expliqué des choses que tu as écrites parce que nous, on comprend rien de tout ça. Eh bien, on veut que tu nous aides à écrire notre histoire. » Ça a donné naissance à 2 livres. Pourquoi 2 livres alors qu'on était parti sur un livre? Ça montre bien comment l'écriture de soi montre qu'on a des choses à dire, y compris quand on pense qu'on n'avait rien à dire. Ils voulaient initialement simplement décrire leur arrivée en France. Ça s'est transformé en un premier livre qui s'appelle « Du bled au coron » et qui est un premier livre dans lequel ils décrivent toute leur subjectivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont découvert en France, les liens avec leurs premières impressions, etc. Et surtout, ils ne l'avaient pas prévu au début, ils décrivent, donc c'est bien une découverte d'eux-mêmes, une écriture d'eux-mêmes, un peu une auto-analyse, comme dirait Sayad, ils découvrent qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi ils ont accepté cette oppression si longtemps avant de se battre. Autrement dit, qu'est-ce qui a créé cette relation de domination et cette acceptation de la place de dominer dans un premier temps, acceptation contrainte, mais acceptation. Et le livre, en fait, qui était parti pour être un livre pour juste se relater, est un livre qui décrit la prise de conscience d'un groupe, qui décrit d'abord la domination d'un groupe et ensuite la prise de conscience. Et pourquoi un 2e tome? Eh bien, tout simplement parce que quand on est arrivé à la fin de celui-là, ils nous ont dit, mais c'est pas fini. Maintenant, il faut qu'on explique pourquoi on s'est réveillé, pourquoi on a fait la grève. Pourquoi on a mis la lutte? Et donc ça s'appelle de la tête baissée au point levé. Donc ça, pour moi, ça a été, dans la réécriture de soi, vraiment une expérience extraordinaire que de voir ces travailleurs analphabètes, que de voir ces travailleurs qui ont toujours été considérés comme incapables de penser politiquement, que les syndicats ont considéré comme devant être traités, devant être défendus et non pas être organisés pour qu'ils se défendent, de les voir prendre en main ce travail théorique. Et la plus belle récompense, c'est quand les 2 bouquins ont été terminés, un des mineurs m'invite chez lui, et que vois-je? Je vois un cadre où on met des photos dans lequel il y avait les 2 livres. Ça indiquait la place centrale que jouaient pour ces travailleurs. En fait, c'était le bilan de toute une vie d'oppression et de lutte qui était présent. Et le deuxième, un peu sur le même modèle, que je n'ai pas choisi non plus, c'est un groupe de mères de famille de la ville de Blanc-Ménil qui m'interpelle un soir de conférence en me disant « mais monsieur Boama, vous mettez vos mains dans le cambouis? Parce que nous, on aime bien ce que vous dites. Mais on veut écrire notre histoire et on n'a pas confiance aux sociologues. D'abord, on s'est fait rouler. Certains sont venus nous dire « on va vous aider à écrire » et ils nous ont volé nos idées et ils nous ont chippé nos propos et on a dû les menacer pour qu'ils ne publient pas à leur nom cette publication. Et ça a donné naissance à un travail, cette fois-ci, non pas d'écriture sur la trajectoire, même s'il y a beaucoup d'éléments de trajectoire, mais d'écriture sur le regard sur le monde aujourd'hui. Et ça a donné naissance donc au livre « Femmes de Blanc-Ménil en lutte contre les discriminations », qui est un livre qui souligne l'ampleur du savoir que l'expérience et la vie quotidienne de ces femmes a produit sur la société, puisque quasiment chacun des chapitres, on pourrait la référer à des champs de recherche aujourd'hui, avec des conclusions sans tout le développement théorique et méthodologique, avec des conclusions qui ressemblent beaucoup. Bien sûr,
elles ne vont pas parler de gentrification, mais elles vont parler des politiques qui virent les pauvres de certains quartiers. Et on voit bien ce degré de savoir. Et là, c'est de nouveau un groupe qui a décidé de s'auto-écrire. Et le troisième niveau, enfin, c'est un niveau plus théorique. Cette chance que j'ai eue de rencontrer des groupes aussi divers et des expériences aussi diverses m'a amené à tenter de produire des grilles de lecture sur cette fois-ci les histoires globales, la macro-histoire, la silenciation de certaines populations et les moments d'expression de ces populations. Et donc c'est plus sur le plan théorique cette fois-ci, qui sont sur mon travail sur l'histoire, sur les trajectoires et sur l'importance des héritages et des transmissions. Je crois qu'il y a globalement toute une série de mécanismes qui amènent à ne pas connaître cette histoire ou à la connaître de manière déformée. Je pense que c'est un des ressorts premiers de la domination. Je pense que par exemple un événement aussi traumatique, aussi grave, aussi persistant que l'esclavage n'a été possible que parce que la société française a été imbibée d'un certain nombre de représentations, d'un certain nombre d'images, d'un certain nombre d'explications qui l'empêchaient de voir la réalité. Autrement dit, il n'y a pas de domination dans laquelle les populations acceptent si on n'a pas déformé leur regard. Comment cette population française qui a fait autant de révolutions, qui a contesté le féodalisme, etc., comment a-t-elle pu accepter un crime contre l'humanité qu'est l'esclavage? Tout simplement parce qu'on lui a diffusé des explications et des images qui l'amenaient à ne pas regarder le noir comme un être humain comme lui-même, à le considérer comme étant en dehors de l'humanité, en le chosifiant, etc. Et je pense que pour l'Afrique aujourd'hui, et pour les guerres aujourd'hui, et pour les inégalités sur le pillage de l'Afrique aujourd'hui, on a le même type d'image. Si vous regardez les médias, vous comprenez pourquoi le Français moyen estime qu'on a de bonnes relations avec l'Afrique et que c'est eux qui n'arrivent pas à se développer. C'est tout simplement le résultat des images, des représentations et des grilles explicatives qui leur sont diffusées. Là où j'en veux beaucoup, c'est à tous ceux qui prétendent avoir un regard critique sur cette société et proposer des projets politiques de transformation, donc des gens qui se disent de gauche, d'extrême gauche, alternatifs, écologistes, etc., que de ne pas faire ce travail de décolonisation, de déconstruction de ces images, explications et préjugés, parce qu'il n'y aura pas de changement dans cette société si on continue à exploiter ailleurs. Comment imaginer une société libre, une société égalitaire ici, si c'est sur la base d'une inégalité avec l'extérieur? C'est pas possible. Un vieux monsieur qui s'appelait Karl Marx disait que le travailleur à la peau blanche ne pourrait pas se sentir libre si le travailleur à la peau noire est sous le joug. Eh bien, je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui.